Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va couvrir la limite de sin de x sur x quand x tend vers 0. Alors la première chose à faire est juste d'évaluer la fonction au point que l'on vous donne, comme d'habitude. Donc on va voir sin de 0 sur 0, ça va donner une forme indéterminée 0 sur 0, parce que sin de 0 est égal à 0. Dans ce cas-ci on peut ni factoriser, ni utiliser d'identité trigonométrique, même si on pourrait le forcer un peu. Mais pour cette limite-là, elle est un peu spéciale, elle est un peu plus compliquée. Pour résoudre, il faudra utiliser une méthode géométrique pour réussir à la résoudre. Donc avant de commencer cette limite, j'aimerais parler d'un théorème que l'on va utiliser pour prouver que cette limite existe. C'est le théorème de Leto, ou le théorème du sandwich, peu importe, appelez-le comme vous voulez. De ce que j'ai cherché sur Google, il y a plusieurs noms pour ce théorème-là. Essentiellement, c'est un théorème qui va nous permettre de trouver une limite d'une fonction à un certain point si la fonction elle est entre guillemets dans un étau de deux fonctions, ok, de deux autres fonctions. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. On va juste lire la définition, ça va être plus clair. Donc on a un intervalle i, soit i un intervalle contenant le point A. Le point A c'est le point où on cherche la limite. Dans ce cas-ci c'est x qui tend vers 0. Oubliez que la limite est signe de x sur x. Quand x tend vers 0. Et on a des fonctions f, g et h définies sur i, sur l'intervalle i, en excluant peut-être a. Ça veut dire que ça se peut que la fonction ne soit pas définie au point A. Et d'ailleurs, nous, on l'a vu, sin de x sur x n'est pas défini au point 0, quand x égale à 0. Donc c'est correct. L'intervalle i va contenir 0, mais la fonction en elle-même n'est pas définie sur le point 0. Ça dérange pas. Maintenant, on dit que si pour tout x qui appartient à i, intervalle i, on a que f de x dans ce cas-ci, nous c'est sin de x sur x, est supérieur ou égal à une fonction g de x, on l'a vu ici, g de x, est inférieur ou égal à h de x. C'est ça l'étau en fait. L'étau il est créé par la fonction g et la fonction h, et la fonction f c'est la fonction dont tu cherches la limite. Et que on arrive à prouver que la limite de quand x tend vers a de g de x est égale à la limite de x qui tend vers a de h de x, c'est égal à une valeur L, eh ben on pourra dire que forcément la fonction f de x quand x tend vers a tend aussi vers L. Pourquoi? Parce que on a prouvé que f de x elle est comme squeezed entre g de x et h de x. Elle est contenue dans ces dans cet intervalle-là. Et donc si les deux fonctions aux intervalles tendent vers la même valeur quand x tend vers a, alors forcément h de x va aussi tendre vers cette valeur-là. F de x, pardon, va aussi tendre vers cette valeur-là. L. Et d'ailleurs, on l'a ici. On a le point A ici. Ça, c'est des fonctions quelconques. On a un intervalle i et on a des fonctions quelconques. On a f de x en vert et on a g de x et h de x. Dans ce cas-ci, g de x, c'est la fonction qui est prise en étau par h de x et f de x. Et on voit que si f de x s'approche de la même valeur que h de x, et qu'on sait que g de x est prise en étau entre ces deux fonctions-là, et ben forcément g de x va prendre la même valeur que h de x et f de x. Alors maintenant qu'on a vu le théorème de l'étau, notre but pour prouver que cette limite existe de manière géométrique, ça sera en fait de créer cet étau-là. Et on va, en faisant des opérations algébriques et en utilisant la géométrie du cercle trigonométrique, on va arriver dans le fond à un constat où on pourra dire que sin de x sur x est inférieur ou égal à une fonction, on va dire h de x, et à une autre est supérieur ou égal à une fonction g de x. Donc notre but, ça sera de créer cet étau-là. Et ensuite, on va utiliser le théorème de l'étau en trouvant la limite de g de x et la limite de h de x quand x tend vers 0. Et si ces deux limites-là tendent vers la même valeur, alors on pourra dire que la limite de sin de x sur x quand x tend vers 0 tend aussi vers cette valeur. Alors pour créer cet étau,
on devra utiliser la géométrie du cercle trigonométrique. Pour ce faire, on va dessiner des formes géométriques et on va essayer de restreindre une aire qu'on va pouvoir identifier avec des formes géométriques sur le cercle trigonométrique entre deux aires différentes. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va être plus clair dans quelques instants. Pour arriver à nos fins, on va utiliser ce schéma-là, qui est dessiné à l'aide du cercle trigonométrique. Donc, je tiens à rappeler, le cercle trigonométrique, le rayon du cercle est égal à 1. Donc, ça c'est sûr, on le sait. On va d'abord travailler avec juste le cadran numéro 1 du cercle trigonométrique, c'est-à-dire qu'on va être restreint entre les points 0 à pi sur 2. Dans ce schéma-là, on a le point O qui est à l'origine 0, 0. On a le point A qui est un point quelconque sur l'arc du cadran 1 du cercle trigonométrique. Donc il est sur il est sur le cercle trigonométrique et ses coordonnées sont cosinus de x, sinus de x. Pourquoi? Parce que l'angle, dans ce cas-ci, c'est x, c'est la variable dont on cherche. Nous, on cherche quand x tend vers 0. On a aussi le point B qui est aussi sur le cercle trigonométrique mais au point 1, 0. Lui, il est fixe, il est toujours là, il ne va pas bouger. Et on a le point C qui, lui, est en dehors du cercle trigonométrique, mais qui est le prolongement du segment OA. Ok? Donc, lui aussi, il a un angle X, mais sa longueur OC, supposons qu'on prend l'arc au complet, lui, c'est pas égal à 1. On ne peut pas dire que c'est égal à 1. Avec ces points-là, on peut dessiner un triangle, deux triangles d'ailleurs. On a le premier triangle qui est OAB, qui lui n'est pas un triangle rectangle. Et on a le triangle OCB. Et entre ces deux triangles-là, on a l'arc de cercle OAB qui est comme la pointe de pizza ici, que vous voyez ici, qui est formé toujours à l'aide de l'angle X. Ok, c'est notre variable, donc c'est important qu'on l'ait. En gros, la limite, en gros, la preuve va d'abord commencer en essayant de mettre l'aire de l'arc de cercle que vous voyez là, OAB, entre l'aire du triangle OAB, qui est avec le côté rouge ici, en rouge, et l'aire du triangle OCB. Donc vous voyez un peu l'étau qui se crée rien qu'en voyant la forme, ce schéma-là. Donc l'aire du premier triangle, on va le trouver, c'est l'aire du triangle OAB. L'aire d'un triangle, c'est toujours la base fois la hauteur. Ok? Ça change pas. Maintenant, est-ce qu'on connaît la base ou est-ce qu'on connaît la hauteur? La base de ce triangle-là OAB, on la connaît, c'est le segment OB. Et on sait que le segment OB est égal à 1 parce qu'on est dans un cercle trigonométrique. Donc c'est parfait. Maintenant, la hauteur du triangle, c'est quoi? La hauteur du triangle, c'est le côté qui part de A, qui est du côté A, qui tombe perpendiculaire à la base. C'est parfait. Pourquoi? Parce que maintenant, dites-vous que ce segment-là, A qui tend vers la base, le point ici, c'est le point D, je l'ai nommé D. Le segment OD, on n'en a aucune idée c'est quoi sa distance, mais par contre, on connaît le segment OA. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cercle trigonométrique, et ça, c'est juste le rayon, donc c'est égal à 1. Et la hauteur, on peut utiliser sinus dans ce cas-ci, ou du moins les, ce sinus, cosinus, tangente, parce qu'on a un triangle rectangle OAD. À ne pas confondre avec OAB. OAB, on ne peut pas utiliser sinus, parce que, ou du moins, on peut utiliser une forme de sinus, mais avec une équation un peu plus longue, avec une correction à la fin. Mais c'est pas le but. Là, on va se concentrer sur le triangle OAD, parce que nous, on veut la hauteur H. La hauteur H peut se faire trouver en utilisant sinus. Sinus, si on utilise la formule SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, SO, donc opposé sur hypoténuse. L'hypoténuse, on le connaît, c'est égal à 1. Et l'opposé à quoi? L'opposé à l'angle X, c'est H. Donc, on peut écrire que sin de X, c'est égal à H divisé par 1, et donc que sin de X, c'est égal à H. Maintenant qu'on a la hauteur et du triangle OAB, parce que je tiens à le rappeler ça qu'on cherche, ce côté-là, c'est sin de X, tout simplement. Et sin de X, c'est la hauteur du triangle OAB. Donc on peut utiliser la formule base fois hauteur divisé par 2 pour trouver l'aire du triangle OAB. Et on va avoir 1 fois sin de X divisé par 2. Et ça, c'est égal à sin de X sur 2. Donc l'aire du triangle OAB, c'est sin de X sur 2. Maintenant,
il nous faut l'arc de cercle OAB. L'aire d'un arc de cercle, c'est égal au rayon au carré fois l'angle. Ça, c'est une formule à retenir. Il y a rien de... je vais pas le prouver dans cette vidéo-là. Mais essentiellement, c'est une formule qui à retenir. C'est que l'aire d'un arc de cercle, c'est toujours égal au rayon au carré fois l'angle divisé par 2. Et le rayon, on le sait que c'est 1, parce que c'est un cercle trigonométrique. 1 au carré, c'est 1. L'angle, c'est x, donc l'aire, c'est x sur 2. Maintenant, l'aire du triangle OCB, c'est encore un triangle. Et lui, c'est un triangle rectangle. Et c'est toujours base fois hauteur divisé par 2. C'est quoi la hauteur, c'est quoi la base de ce triangle-là? La base du triangle OCB, c'est OB. C'est quoi la longueur du côté OC? On ne le sait pas. Donc, on ne veut pas vraiment avoir l'hypoténuse dans notre formule, vu qu'on ne connaît même pas l'hypoténuse en question. Par contre, on connaît le côté OB et on cherche H, qui est opposé au, euh, à l'angle X, qui lui aussi est un angle du triangle OCB. Donc, pour ce faire, on va utiliser tangente. Pourquoi tangente? Parce que c'est opposé sur adjacent. Donc, on va avoir tangente de X, qui est opposé sur adjacent. Opposé, c'est quoi? Opposé à l'angle X, c'est H. Sur adjacent, c'est le côté OB qui est égal à 1. Donc la hauteur du triangle OCB, c'est juste tangente de x, tout simplement. Maintenant, on met ça dans la formule, base fois hauteur divisé par 2, on aura que l'aire du triangle OCB, c'est égal à tangente divisé par 2. Tangente de x divisé par 2. Ces trois éléments-là, on peut créer un étau avec ça, parce que géométriquement, on peut voir que l'arc de cercle, l'aire de l'arc du cercle, qui est ici, est entre l'aire du triangle OAB et l'aire du triangle OCB. Évidemment, pour les points x qui appartiennent à 0 à pi sur 2, on peut dire que peu importe les points que tu vas prendre ici, si tu les rentres dans cette inéquation-là, tu vas toujours avoir que x sur 2 va être entre sin de x sur 2 et tangente de x sur 2. On a exclu le point 0 parce qu'il va nous poser problème plus tard quand on va trouver la limite, parce qu'il est indéfini dans sin de x sur x, on a le droit de faire ça. Et on a exclu pi sur 2 parce que pi sur 2 n'est pas un point que tu peux rentrer dans tangente de x, parce que tangente de x c'est sinus sur cosinus, et tu vas avoir une division par 0, je vous laisse vérifier par vous-même. Maintenant qu'on a notre étau, on va faire une petite opération qui va nous permettre d'élargir le domaine où cet étau va être valide. Essentiellement, là, on est restreint uniquement entre les points 0 à pi sur 2. Et vu qu'on cherche une limite, c'est pas suffisant car nous on cherche la limite quand x tend vers 0. C'est-à-dire que tous les points avant 0, l'étau ne couvre pas ces points-là. Et donc, c'est comme si, dans ce cas-ci, la limite à gauche de, si on devait continuer nos opérations de cet étau-là pour avoir sin de x sur x au milieu, parce que c'est ça notre but entre deux fonctions, on ne pourra pas dire que la limite existe même si on la trouve, car on pourra toujours contredire en disant que la limite à gauche n'existe pas. Je m'explique. Dans notre cas, supposons que la limite, imaginez ça c'est sin de x sur x, évidemment c'est pas son graphe, mais imaginez que c'était ça le graphe. Nous on est restreint entre le domaine 0 à pi sur 2. Ça c'est pas suffisant car si on trouve la limite et qu'on dit on va dire qu'elle tend vers 8, ce qui n'est pas le cas mais supposons, ben on pourra dire que en fait la limite n'existe pas parce que à gauche on n'a pas prouvé que la limite elle existe, ou du moins que l'étau ne fonctionne pas ne fonctionne pas entre les points qui sont avant 0. Et pour pouvoir conclure que la limite existe, il faut que le domaine autour du point de la limite soit défini. Sinon, on pourra pas dire que la limite, on pourra toujours dire que soit la limite à gauche, soit la limite à droite n'existe pas, donc forcément la limite n'existe pas. Donc nous, ce qu'on veut faire, on veut élargir le domaine par la gauche, avant les points 0. Donc on va considérer les points 0 de moins pi sur 2 à 0, en excluant moins pi sur 2 et 0, encore une fois, parce qu'ils nous posent problème. Ils peuvent nous causer problème. Mais si on ajoute cette complexité-là, cet élargissement-là, ce qu'on va obtenir, c'est des aires négatives. Pourquoi? Parce que c'est comme si on dessinait, si on considère les points de 0 à moins pi sur 2, on considère les angles qui sont là,
prennent cette direction-là. Donc c'est comme si on faisait une réflexion de ces formes-là qu'on a tracées dans le cadran numéro 1, de 0 à pi sur 2, et on faisait une réflexion horizontale dans le cadran numéro 4 pour pouvoir considérer les points 0, moins pi sur 2 à 0. Sauf que ça va nous donner des aires négatives et l'inégalité va être modifiée. Ce qui n'est pas bon pour nous vu qu'on veut garder la même inégalité qu'on a obtenue entre 0 et pi sur 2. Pour ce faire, on va utiliser les valeurs absolues. Pour garder l'inégalité qu'on avait au début, de 0 à pi sur 2, on va utiliser les valeurs absolues qui va obliger, peu importe les valeurs qu'on a, à être positives. Donc on va mettre des valeurs absolues entre sin de x sur 2 et tangente de x sur 2, dans dans toutes les parties de l'inégalité qu'on a obtenue précédemment. Et cette inégalité-là, elle tient pour tous les x qui sont de moins pi sur 2 à 0 et de 0 à pi sur 2. Donc c'est parfait, on a tous les points autour de 0. On a des points autour de 0. Pas tous les points, mais on en a quand même beaucoup. Donc maintenant, on a un étau avec des valeurs absolues. Et notre but sera d'arriver à avoir sin de x sur x qui est entre deux fonctions quelconques. Dans notre cas, on a x sur 2 en valeur absolue entre deux fonctions dans notre inégalité pour le moment. Ce qui n'est pas souhaitable parce qu'on n'a pas sin de x sur x. C'est ce qu'on cherche. Donc on va manipuler un peu cette inégalité de sorte à arriver à un résultat qui nous satisfait nous pour pouvoir utiliser le théorème de Leto comme je l'ai dit au début de la vidéo. Essentiellement, on va juste faire des opérations algébriques. Premièrement, la première étape qu'on va faire, c'est multiplier toute cette inégalité-là par valeur absolue de 2 sur sin de x. Il est important à rappeler qu'on doit utiliser les valeurs absolues dans ce cas-ci parce que si je multiplie uniquement par 2 sur sin de x, je n'aurai pas le droit de faire les opérations que je vais faire maintenant. La question aussi qu'on se pose, c'est pourquoi je multiplie toute cette inégalité par 2 sur sin de x. Premièrement, j'ai envie d'éliminer les 2 qui sont au dénominateur. En fait, je vais éliminer le 2 qui est au dénominateur de ce terme au milieu. Dans notre situation, c'est pratique parce que tous nos éléments sont divisés par 2. Donc ça va éliminer un paquet de 2 dans notre inégalité, ça va simplifier l'inégalité. Mais réellement, nous, on se concentre sur le milieu. Ce qui arrive ici et ici ne nous importe peu, bien que c'est important de considérer l'inégalité au total quand on fait des opérations comme ça. Donc là, je multiplie par 2 sur sin de x. Donc ce qu'on va obtenir, c'est que 2 sur sin de x en valeur absolue va multiplier sin de 2 sur x, de sin de x sur 2, pardon, en valeur absolue, ce qui va donner 1. Vous pouvez faire le calcul. On a ensuite valeur absolue de x sur 2 qui est multipliée par 2 sur sin de x, ça va nous donner x sur sin de x. Et tangente de x sur 2, multiplié par valeur absolue de 2 sur sin de x, va donner 1 sur cos de x. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que tangente de x, c'est sin de x sur cos de x. Je ne vais pas faire le calcul en lent, vous pouvez le faire vous-même. Maintenant, on va comprendre que on recherche sin de x sur x sans valeur absolue. Donc, on va se poser la question maintenant, est-ce qu'on peut enlever les valeurs absolues, sachant que x est restreint dans le domaine moins pi sur 2 à 0, union 0 à pi sur 2, en excluant les extrémités. Alors, on va faire un peu de manipulation, on va en faire un peu d'analyse, pardon. Donc, on a valeur absolue de 1 ici. Est-ce que 1 c'est toujours positif? Oui. Donc on peut enlever la valeur absolue de 1 vu que ça va jamais être négatif. Donc la valeur absolue en soi n'a pas vraiment d'impact. Maintenant, est-ce que x sur sin de x, quand x est restreint dans le domaine que j'ai dit ici, va à un moment donné être négatif? La réponse est non. Vous pouvez le voir vous-même à l'aide du schéma. Mais essentiellement, il faut analyser les points de sin de x en fait les points que x et que sin de x peuvent prendre dans ce schéma-là. Donc x, on sait qu'il est restreint entre moins pi sur 2 à 0. Euh, en fait, de moins pi sur 2 à pi sur 2, excluant 0 et pi sur 2. Sin de x, il faut comprendre que quand x va être négatif, c'est-à-dire un angle négatif, sin de x va aussi être négatif. Pourquoi c'est les y? Donc, en gros, on va avoir soit un nombre négatif qui divise un nombre négatif, ce qui va donner un nombre positif,
soit on va avoir un nombre positif qui divise un nombre positif, ce qui va donner un nombre positif encore. Donc on a toujours un nombre positif dans ce domaine-là. Donc on peut enlever les valeurs absolues. Pour la même situation, 1 sur cos de x, est-ce qu'on peut enlever les valeurs absolues? La réponse est oui, parce que entre moins pi sur 2 à pi sur 2, cos de x, faut pas oublier dans un cercle trigonométrique, pardon, cos d'un angle, c'est les x, c'est les points dans l'axe horizontal. Ok? Oui, l'axe horizontal. Donc essentiellement, on va toujours avoir des points qui sont là en x, entre 0 et 1, parce qu'on est dans un cercle trigonométrique. Ou d'ailleurs, en fait, cos de x, ça n'a aucun rapport avec le cercle. Bah, si, c'est un peu rapport avec le cercle trigonométrique, mais essentiellement, cos de x est toujours entre moins 1 et 1. Et dans ce cas-ci, vu qu'on est entre les angles que l'on met sont entre moins pi sur 2 à pi sur 2, on va toujours avoir des x positifs. Donc, ça va être 1 divisé par un nombre positif, ce qui va toujours donner un nombre positif aussi. Donc, on peut enlever les valeurs absolues parce qu'elles ne servent à rien, concrètement. Donc, on peut simplifier cette inégalité. En fait, on peut transformer cette inégalité-là en la même sans les valeurs absolues. Donc là, on s'approche de notre résultat, vu qu'on là, on n'a plus les valeurs absolues. Maintenant, on veut sin de x sur x. Là, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a x sur sin de x, on a son inverse. Donc, ce qu'on va faire, on va inverser cette division-là, et ça va inverser l'inégalité au total. Ça, c'est une règle, c'est un théorème que vous pouvez utiliser dans les inégalités. En inversant au milieu, on va inverser l'inégalité au total. Ok, donc on va inverser 1, on va inverser x sur sin de x, on va inverser 1 sur cos de x, et aussi on va inverser les signes, on va changer de côté les signes. Donc l'inverse de 1 c'est 1, l'inverse de x sur sin de x c'est sin de x sur x, donc c'est parfait, c'est ce qu'on cherche, et l'inverse de 1 sur cos de x c'est cos de x. Vous pouvez le voir, en fait, l'inverse de 1 sur cos de x, c'est comme si vous divisez 1 par 1 sur cos de x. Ok, et c'est la même chose pour toutes les inverses que vous prenez, c'est comme si vous divisez 1 par le terme que vous voulez inverser. Ok. Donc ça va faire remonter le cos de x. Donc conclusion, on arrive à un étau. Ok. On a que sin de x sur x est pris en étau entre la 1 et cos de x, en prenant en compte qu'on a inversé les signes ici, parce que c'est ce que le théorème dit, c'est que si tu inverses dans une inégalité un terme, tu devras inverser aussi les signes de l'inégalité. Faut pas oublier le domaine, c'est entre moins pi sur 2 à pi sur 2 en excluant 0 et excluant moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'utiliser le théorème de l'étau et de trouver la limite de sin de x sur x. Si on trouve la limite de ces deux extrémités-là de l'étau quand x tend vers 0 et que ces deux valeurs-là tendent vers le même nombre, on pourra dire que la limite de sin de x sur x quand x tend vers 0 tend aussi vers ce nombre. Donc on va l'appliquer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, nous on cherche la limite de sin de x sur x quand x y tend vers 0. Pour ce faire, on va trouver la limite de 1 quand x tend vers 0 et la limite de cos de x quand x tend vers 0. Pour la limite de 1 quand x tend vers 0, vu que 1 est une constante, on pourra juste dire que quand x tend vers 0 pour la fonction y est égale à 1, la fonction tend vers la valeur 1, tout simplement. Donc on a ici 1. Et pour cos de x, on va juste évaluer cos de x à 0 et on obtient 1. Parce que cos de 0 est égal à 1 et ça, on le sait. Donc les deux extrémités de l'étau tendent vers la même valeur pour la limite de sin de x sur x quand x tend vers 0. Ils tendent vers 1. Donc par le théorème de l'étau, on peut conclure que la limite de sin de x sur x quand x tend vers 0 égale aussi 1. Maintenant la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de ce résultat-là? Tout d'abord, si sin de x sur x est égal à 1 quand x tend vers 0, ça veut dire que sin de x est à peu près égal à x quand x tend vers 0. En fait, égal à x. Quand l'angle est vraiment proche de 0. Ça veut dire qu'on peut approximer sinus de x par l'angle lui-même, tout simplement. Et ça a des répercussions, en fait, ça a des propriétés intéressantes parce qu'on peut simplifier des équations, on a des sinus un peu partout, euh, par juste l'angle lui-même, par x, par θ ou par peu importe l'angle qu'on a à l'intérieur de sinus. Évidemment, ça c'est vrai quand l'angle qu'on donne à sinus est vraiment proche de 0. On ne peut pas le faire quand il est vraiment plus grand que 0 parce qu'il y aura beaucoup d'erreurs. Et je vous laisse tester
ce que je viens de dire là avec un angle égal à 0,001, avec ces deux équations-là, vous allez voir que vous allez obtenir le même résultat. Ou si ça a d'autres implications, notamment en génie ou en maths, où on peut simplifier d'autres limites ou résoudre d'autres limites tout simplement en sachant que sin de x sur x est égal à 1 quand x tend vers 0. Donc cette limite-là, elle est vraiment importante à connaître et ça clôture la vidéo. Bonne journée.